Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Mali sera le plus grand producteur de coton en Afrique pour la campagne 2021-2022. Les estimations du département américain de l'agriculture le prédisent. Le pays a cultivé plus de 700 000 hectares, soit une hausse de 382% par rapport à la récolte boycottée de la campagne précédente. La Banque africaine de développement va injecter 3 milliards de dollars dans le secteur pharmaceutique africain. Pour le président de la BAD, l'Afrique doit avoir la capacité de produire ses propres produits pharmaceutiques. Et puis, rencontre en fin d'édition avec Isaac Sinkot, ancien international camerounais. Retour sur sa carrière de footballeur. Mais tout d'abord, le Burkina Faso suspendu de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine réunie ce lundi 31 janvier a annoncé que la sanction sera levée en cas de rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays. Rappelons que vendredi 28 janvier, le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'État militaire intervenu le 24 janvier, a été suspendu de la communauté des États ouest-africains à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation. Ces chefs d'État se retrouveront le 3 février à Accra au Ghana pour évaluer à nouveau la situation dans le pays. Le Mali en passe de reprendre sa place de plus grand producteur de coton en Afrique pour la campagne 2021-2022 selon une projection du département américain de l'agriculture. En effet, le pays a semé une superficie record de 795 000 hectares en hausse de 630 000 hectares par rapport à la récolte boycottée de l'année dernière. Philoméntine. Avec l'exploitation d'une superficie presque record de 795 000 hectares semés, des conditions météorologiques favorables, le Mali devrait être le premier grand producteur africain de coton au titre de la campagne 2021-2022, d'après les prévisions du département américain de l'agriculture. La production cotonnière du Mali va ainsi renouer avec sa performance après une campagne 2020-2021 qui a connu un niveau historiquement très bas avec une production de 147 000 tonnes et une chute de 77% des superficies emblavées. En termes de mesures que le gouvernement malien est en train de mettre en place, on note déjà la subvention des prix. Et donc cette mesure d'incitation à travers le prix va certainement avoir l'effet d'un accroissement encore des superficies au cours de la campagne 2022-2023. On a les autres mesures d'accompagnement telles que l'encadrement, telles que la promotion du coton comme activité génératrice de revenus, de sorte à augmenter la capacité de résilience des producteurs. Et donc ces petits éléments-là permettront au Mali dans les années à venir de se repositionner en tant que leader pour la culture de l'or blanc. Les autorités maliennes qui espèrent un bond de la récolte en 2021-2022 tablent sur une production de 810 000 tonnes. Pour la réalisation de cet objectif, le gouvernement a adopté certaines mesures. Le prix garanti aux exploitants est passé de 200 francs CFA le kilogramme à 280 francs CFA le kilogramme. Également, une subvention a été appliquée sur le prix des engrais. Pour cette campagne, le Mali ne pourra certainement pas détrôner le Bénin en tant que numéro 1 de l'or blanc au niveau de l'Afrique. Mais cependant, dans les années à venir, le Mali dispose de tous les atouts naturels pour pouvoir battre le Bénin. Le coton malien a une importance stratégique dans l'économie du pays. Avec 90% de la production exportée, la filière représente 50% des ressources en devises du pays. Focus à présent sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Nigeria. Les autorités tentent tant bien que mal de convaincre les populations après le scandale des vaccins arrivés à expiration. Pour rappel, fin décembre 2021, les autorités avaient incinéré plus d'1 million de doses de vaccins AstraZeneca données par des pays développés, mais dont la date de péremption était proche. Zara Mohamed Moutiu. Le nouveau déploiement de vaccins va-t-il convaincre les Nigérians après le scandale des doses périmées? Le pays a reçu depuis le 18 janvier plus de 3 millions de doses de vaccins Pfizer dans le cadre d'un don des États-Unis. Cette fois avec une date de péremption de 6 mois, ce qui devrait faciliter leur distribution selon les autorités. Et effectivement, depuis quelques jours, dans les centres de vaccination contre le Covid-19, il y a un peu plus de volontaires à la vaccination. C'est bien que le gouvernement ait jeté les mauvaises doses. Comme ils l'ont fait, il n'y a plus de raison pour nous de ne pas aller nous faire vacciner. C'est bon pour nous de le prendre. C'est pour notre propre bien et celui de notre famille.
Au mois d'octobre 2021, le Nigeria avait reçu 2,5 millions de doses d'AstraZeneca avec une date de péremption courte, de 4 à 6 semaines après livraison. Malgré la campagne de vaccination, seuls 1,5 million de doses ont pu être écoulées. C'est ainsi qu'au mois de décembre, les autorités sanitaires se sont retrouvées dans l'obligation de détruire les vaccins qui restaient. Avant, nous avions peur, mais des gens ont pris ce vaccin et ils vont bien. Ils mènent leur vie normalement. Il n'y a rien eu. Donc dans ce cas, nous avons décidé de nous faire vacciner. Nous avons eu sérieusement peur avant. Peut-être une reprise de la vaccination au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où moins de 5% de la population est entièrement vaccinée contre le Covid-19. Également dans l'actualité, les affrontements dans l'extrême nord du Cameroun qui ont déplacé plus de 100 000 personnes, dont 30 000 vers le Tchad, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Près de 80% des déplacés sont des femmes. Beaucoup parmi elles sont enceintes. Elles ont trouvé refuge à N'Djamena et dans les villages situés le long du fleuve Logone. Philomentine. Fatime Eliane, cette réfugiée de 32 ans venue de Seheba au Cameroun pour trouver refuge à N'Djamena, a donné naissance à des triplés le 1er janvier 2022. Ainsi, le conflit intercommunautaire a éclaté dans son village. La jeune dame, bien qu'enceinte, a décidé de regagner le territoire tchadien avec ses enfants à bord d'une pirogue. Accueillie par les agents sociaux, elle a bénéficié de l'accompagnement sanitaire du gouvernement tchadien jusqu'à son accouchement. Quand le conflit a éclaté, j'étais enceinte et presque à terme. Je ne pouvais pas prendre le risque de rester. C'est dangereux pour moi et mes 7 enfants. À mon arrivée au Tchad, j'ai été pris en charge par les autorités et j'ai bénéficié des soins gratuitement jusqu'à l'accouchement de mes triplés. Aujourd'hui, la réfugiée mère des triplés a bénéficié d'un abri provisoire à Kilamari dans un camp de vie construit par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement tchadien. Consciente de sa responsabilité sociale vis-à-vis de ses enfants et ne pouvant pas compter uniquement sur les aides ponctuelles, il a commencé à fabriquer et vendre des beignets pour subvenir à ses besoins essentiels. J'ai bénéficié de beaucoup d'aides du gouvernement et des bonnes volontés, mais je sais que ces soutiens sont temporaires. J'ai donc décidé de fabriquer et de vendre des beignets pour subvenir à nos besoins élémentaires. C'est un bon début car j'envisage de fabriquer en grande quantité de beignets et les vendre en dehors du camp. Les principaux clients de Fatime Eliane sont des réfugiés du camp, mais aussi des Tchadiens du village environnant. Elle envisage de vendre ses produits au grand marché de la sous-préfecture de Koundoul. Pour rappel, le Tchad a accueilli environ 100 000 réfugiés camerounais suite aux conflits intercommunautaires qui se sont éclatés au nord de leur pays. Au Soudan, la police a une nouvelle fois fait usage de la force ce dimanche 30 janvier pour disperser des milliers de manifestants descendus dans les rues de la capitale Khartoum pour une fois de plus réclamer un retour à un gouvernement civil. Ils répondaient à l'appel de l'association des professionnels soudanais et les comités de résistance. La répression aurait coûté la vie à au moins une personne. Depuis le coup d'État d'octobre 2021, 78 personnes ont été tuées dans des manifestations alors que des centaines d'autres ont été blessés. La Banque africaine de développement a décidé de mettre à la disposition de l'Afrique une enveloppe de 3 milliards de dollars pour permettre au continent de renforcer son industrie pharmaceutique. L'annonce a été faite par le président de l'institution financière, Akinwumi Adesina. L'ambition de la BAD est d'aider l'Afrique à stimuler la fabrication locale de médicaments et de vaccins. Philomentine. Environ 95% de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés et le continent ne représente que 3% de la production mondiale de médicaments. Afin de renforcer la capacité du secteur pharmaceutique endogène africain, la Banque africaine de développement s'engage à injecter 3 milliards de dollars dans le secteur pharmaceutique du continent.
Un financement d'une telle importance pour le secteur pharmaceutique industriel aura une incidence réelle en termes de santé publique. Ça va diminuer la rupture de produits, mais favoriser un stock de sécurité pour les produits essentiels. La souveraineté pharmaceutique, c'est des médicaments qui sont importants pour la santé des populations africaines. Il y a également le choix des molécules à faible marge. Les multinationales qui viennent dans nos pays ne font pas toujours le choix des molécules à faible marge qui ont un impact réel sur la santé publique de nos populations. Or, les entreprises locales feront le choix et des médicaments à forte marge, mais également des médicaments à faible marge. L'Afrique constitue un marché d'1,4 milliard de personnes pour l'industrie pharmaceutique mondiale. À ce titre, le continent, ayant déjà la matière première nécessaire, doit se doter de capacités techniques afin de pouvoir contrôler son industrie pharmaceutique selon le responsable de la Banque africaine de développement. Alors, le soutien de la BAD pour l'Institut Pasteur aura un réel impact sur le secteur pharmaceutique industriel sénégalais en augmentant la capacité de production. Parce qu'il faut savoir que l'Institut Pasteur ne faisait que la fabrication de vaccins de la fièvre jaune. Ceci donc va avoir une bonne offre pour lutter contre cette Covid-19. Si nos frères africains sauront que ces produits sont fabriqués en Afrique, ça permettra donc une meilleure acceptabilité de ces vaccins anti-Covid. En visite au Sénégal, le président de la Banque africaine de développement a annoncé une collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, IPD. Ce partenariat devrait permettre à l'IPD de pouvoir produire des tests rapides, des produits pharmaceutiques et des vaccins contre le Covid-19. Rencontre à présent avec Isaac Sinkot, ancien international camerounais, vainqueur de la CAN de 1984. Il est aujourd'hui le président du club Dynamo de Douala. Portrait signé Joël Ballot. Ancien latéral gauche du Dynamo Club de Douala et de la sélection nationale du Cameroun, Isaac Sinkot est connu pour son jeu défensif dans les années 70 et 80. Avec cette sélection en équipe nationale, Isaac Sinkot, aujourd'hui président du club Dynamo, a remporté avec la sélection nationale la première Coupe d'Afrique des Nations en 1984. La première Coupe d'Afrique des Nations qui me fait rentrer dans l'histoire. Passant 84, vous êtes sans ignorer que c'est le tout premier trophée que nous avons eu à gagner à Abidjan et on a éliminé le pays organisateur qui était la Côte d'Ivoire. Entre 1970 et 1974, il évolue dans divers clubs, notamment Heroes de Mouyouka, puis Dynamo Club de Douala, avec qui il remporte la deuxième Coupe du Cameroun face à Union de Douala. Une belle époque qui l'a amené à intégrer la tanière des Lions grâce à un talent déniché au milieu de jeunes aussi talentueux les uns que les autres. J'ai été donc sélectionné là-bas, du moins détecté comme quelqu'un qui pouvait jouer. Donc il y avait donc une équipe au sud-ouest qu'on appelait Heroes Club de Mouyouka qui a sollicité mon talent. J'ai joué 3 ans dans le club Heroes de Mouyouka. Arrivé donc à Douala, j'ai rejoint la Dynamo Football Club de Douala où je suis le président général. Et j'ai eu la chance de gagner la deuxième Coupe du Cameroun avec cette équipe. Aujourd'hui, l'Afecafoot se développe sur de meilleures bases et avec le potentiel jeune actuel, la relève est assurée. Le Cameroun bénéficie de tous les atouts pour garantir à la jeunesse camerounaise un meilleur suivi, une meilleure reconnaissance du talent, ce dont lui, il n'a pas pu bénéficier dans les années 80. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.